Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce lundi 6 septembre. Une nouvelle discipline fait sensation dans nos rivières. Le packraft arrivé des États-Unis fait son apparition en France. Entre le kayak et le rafting, il est le nouvel allié des aventuriers et Emmanuel Jaude l'a testé pour nous. Reportage à suivre. L'actualité sportive de ce lundi est chargée. Nous ferons notamment le point sur les nouvelles ambitions du club de hand de Chambéry. Lucas Ruche a assisté au dernier match amical de la Team Chambé avant le début officiel de la saison. Et avant de développer ces titres, une bonne nouvelle dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. En Haute-Savoie, le taux d'incidence est de 160,2 pour 100 000 habitants contre 271 au plus haut le 20 août dernier. Cela représente une baisse constante de plus de 40% sur 17 jours. Deux critères qui permettent l'abrogation du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Depuis le 16 août, vous le savez, il était obligatoire pour accéder aux 6 centres commerciaux du département de plus de 20 000 m². À compter de ce mercredi, cette obligation sera donc levée. Le Covid a très certainement encore impacté la saison d'été, une saison estivale qui s'achève doucement et c'est déjà l'heure du bilan pour l'agence touristique Savoie-Mont-Blanc. Un bilan plutôt mitigé. Si le taux de fréquentation atteint presque celui d'un été classique, les vacanciers ont moins consommé sur place. Ils ont moins dépensé en restaurants, activités ou encore en visites. La météo et l'absence de touristes étrangers expliquent en partie ce constat. On écoute les précisions de Michael Ruiscaert, le directeur de l'agence Savoie-Mont-Blanc, contacté par Sébastien Germain. C'est ce qui me viendrait. Ça a été un été raisonnable par rapport à l'économie territoriale, mais c'est vrai qu'il y a toujours une forme de déception quand on s'attend à un été un petit peu extraordinaire parce que les projections du mois de juin étaient très favorables et que finalement l'atterrissage se fait dans la continuité de l'été dernier. Il y a plusieurs raisons et en fait ça s'est enchevêtré sur le mois de juillet. Première raison donc c'est l'attente et le non déclenchement de séjour jusqu'à la dernière minute, puisqu'on a bien vu que les Français, puisqu'on parle là de clientèle française, la clientèle européenne a été à la marge par rapport à d'autres années. Donc les Français avaient très envie de venir en Savoie-Mont-Blanc. On voyait un taux d'incitation extrêmement fort, une avance sur les réservations, je vous le disais, 25 points. Il n'empêche que la bascule sur des stations village ou stations d'altitude ne s'est pas réalisée comme l'été dernier où il a fait très chaud très vite. Donc déjà le sujet climatique. Deuxième sujet, météo, puisqu'on a eu un mois de juillet extrêmement pluvieux. Donc effectivement, et ça semble assez logique, les randonnées, la projection qu'on peut faire en montagne et même autour des lacs, vis-à-vis des plages, on est moins sensible dès lors qu'il fait mauvais. Et puis les annonces gouvernementales qui se sont succédées pour arriver, on se rappelle, fin juillet à l'annonce du pass sanitaire le 9 août, un pass sanitaire. On pense spontanément à la restauration. En réalité, ça a touché beaucoup les activités indoor et outdoor. Donc, on va dire que ces trois facteurs cumulés n'ont pas facilité la montée en charge. Difficile de donner une tendance aujourd'hui. On voit bien, et l'été en est le parfait exemple, que les choses bougent très vite. Mais en tout cas, pour ma part, et je vais me positionner d'un point de vue personnel, j'ai aucun doute sur l'ouverture des stations cet hiver, puisque l'ensemble des protocoles, que ce soit par DSF, que ce soit par le collectif qui a géré ça au niveau de la montagne, aujourd'hui, on est prêt. On a des exemples suisses, on ne va pas revenir sur ces sujets, mais qui montrent bien que les ouvertures sont possibles dès lors qu'elles sont maîtrisées, raisonnées avec des protocoles qui sont identifiés. Donc sur les ouvertures, pas de doute. Restent certaines questions et qu'on se pose tous, c'est-à-dire quelles seront les conditions associées à ces ouvertures. Et là-dessus, c'est très clairement, vous le disiez, on est le 1er septembre, c'est maintenant que les choses vont se décider avec le gouvernement et on est en attente, nous aussi, en tant qu'organe du départemental touristique, pour adapter notre communication et puis surtout faire savoir ce qui va permettre aux gens de skier cet hiver en France de manière générale et de manière plus précise en Savoie-Mont-Blanc. Et puisqu'on parle d'activités outdoor, voici la dernière née des pratiques en eau vive. Le packraft arrive petit à petit en France. La discipline à mi-chemin entre le kayak et le rafting séduit chaque année de nouveaux adeptes. L'engin est d'ores et déjà en passe de devenir un outil incontournable pour de nombreuses structures. C'est le cas dans la haute vallée de l'Arve où Emmanuel Jaude s'est essayé à cette nouvelle pratique dans une eau plutôt fraîche. On regarde.
Débarqué en France il y a quelques années seulement, le packraft fait office de nouveau venu au sein des sports d'eau vive. Initialement développé aux États-Unis, cet outil se fait aujourd'hui une place de choix, et ce, sur de nombreuses rivières à travers le monde. C'est vraiment des concepts de micro-aventure qui arrivent que maintenant, depuis quelques temps. C'est des concepts qui étaient très contrôlés, protégés par des micro-aventuriers. C'était un peu élitiste, et ça s'est démocratisé vraiment depuis 20 ans aux États-Unis. Et comme toujours, il faut un petit peu de temps pour que ces pratiques arrivent. Nous, ça fait quand même quelques années qu'on fait ça, hein. Ça fait 5-6 ans qu'on développe les produits. Et ça fait que depuis 1 an que le grand public commence à s'associer à ces sports-là. Et là, depuis 1 an, c'est complètement fou. Composé d'un tissu ultra résistant et d'un seul boudin gonflable dans lequel on peut stocker du matériel, le packraft peut se pratiquer partout, du petit ruisseau au grand fleuve. Un éventail de possibilités qui séduit également de plus en plus de professionnels qui voient en cette activité un potentiel incontestable. Nous, on a 40 ans d'activité là au pays du Mont-Blanc, sur la rivière l'Arve. Et bon, faut être précurseur, donc toujours trouver des nouvelles idées de glisse sur cette rivière. Là, on a un bateau accessible pour tout le monde, hyper stable, très léger. Et puis ça nous ouvre des espaces énormes sur toutes les rivières. On peut imaginer des expéditions sur la journée, 2 jours, des micro-aventures, des expéditions à l'étranger sur 1 semaine. 2 semaines, 3 semaines, tout est envisageable avec ce bateau hyper pratique. Aujourd'hui labellisé centre de test officiel, l'entreprise Session Raft organise donc des sessions d'essai avec comme expérimentateurs des guides diplômés, des professionnels de l'eau vive qui n'ont pas mis longtemps à être eux aussi convaincus par le concept. Au début, c'était vraiment négatif, que visuel, et là, sur le coup, vraiment sur l'eau, c'était vraiment bien. Que ce soit en équipe de 2 ou tout seul, c'est vraiment deux trucs différents. C'est bien réactif, même à 2. J'avais un peu peur que ça soit un peu trop mou à la détente, mais c'est bien réactif. Donc super, matériel tip top. Ouais, c'est vachement différent d'un kayak. Ça, on va dire un petit peu moins de glisse. Par contre, c'est beaucoup plus stable et c'est quand même vachement manœuvrable. Donc on peut quand même bien s'amuser à passer à faire des petits slaloms entre les cailloux, essayer de jouer dans les vagues et puis et pourquoi pas se retourner aussi. On dénombre aujourd'hui plus de packraft vendus outre-Atlantique en 1 an que de stand-up paddle sur la même période. Un succès fulgurant qui pourrait bien impacter toute la filière des sports en eau vive d'ici les prochaines années. Dans l'actualité sportive, Loana Lecomte remporte la Coupe du Monde de VTT Cross-Country. La jeune Haut-Savoyarde a décroché la 4e place de l'étape de Lanzerheide en Suisse ce week-end. À 22 ans, elle est donc déjà assurée de remporter la compétition avant même la dernière étape aux États-Unis mi-septembre. Elle est la 2e Française de l'histoire à s'imposer au classement général après Julie Bresset en 2011. Et du sport encore, l'IBU, l'instance internationale de biathlon, l'a confirmé. La Coupe du Monde de biathlon fera bien étape au Grand Bornand cet hiver. 250 athlètes et 32 nations auront ainsi rendez-vous du 13 au 19 décembre prochain dans les Aravis. A noter que la candidature d'Annecy-le Grand Bornand a également été retenue pour les éditions 2022, 2024 et 2025. Une très bonne nouvelle pour la municipalité du Grand Bornand et pour la Fédération française de ski. Ces dernières ont organisé une conférence de presse ce week-end en marge du Martin Fourcade Nordic Festival. On écoute quelques réactions recueillies par Lucas Ruche. Pour nous, c'est un grand bonheur de pouvoir donc l'organiser. Le calendrier qui nous a été communiqué très récemment, le calendrier officiel de l'IBU, confirme cette inscription, bien évidemment, et l'organisation de cette épreuve, de cette étape de la Coupe du Monde, la seule étape de la Coupe du Monde qui ait lieu donc en France. On va retrouver donc l'ambiance que nous avons connue en 2013, en 2017 et en 2019. Sur le plan sportif, la fédération est extrêmement fière de pouvoir apporter ses meilleurs athlètes pour qu'ils représentent la France, qu'ils brillent et qu'ils soient la plus belle image de la France et du monde sportif et de la Fédération française de ski, mais également le savoir-faire du Grand Bornand, à savoir réunir une fête populaire extraordinaire, sans précédent, telle qu'on l'a connue en 2019, avec justement cette magie sportive. Donc cette opération Grand Frisson, dans l'union à la fois des spectateurs et des plus grands athlètes de ce monde.
C'est une belle façon de clore sa préparation. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball s'est imposé 29-28 samedi face à Saran. À l'occasion de cette dernière rencontre amicale, le club a présenté ses ambitions à l'aube d'une nouvelle saison dans l'élite du hand français. Les précisions de Lucas Ruche. Le Chambéry-Savoie-Mont-Blanc handball entame sa 27e saison d'affilée en première division. Et comme chaque année, les objectifs restent élevés pour le club jaune et noir. On a fixé les objectifs avec l'équipe. Les objectifs à Chambéry sont toujours identiques, à savoir atteindre les places européennes, à savoir les 5 premières places du classement. L'année dernière, on a échoué de peu pour arriver à cet objectif-là. Et là, on retourne à cette conquête. Team Chambé espère en effet faire mieux que leur décevante 7e place de la saison écoulée. Et cela en s'inspirant du passé parfois glorieux du club savoyard. Des fois, on peut dire que le poids de l'histoire peut être lourd pour certains. Moi, je crois que c'est une culture forte ici à Chambéry. Et on doit l'assumer. On a réussi à le faire par le passé en gagnant la Coupe de France. À nous de continuer à nous en servir et de continuer à écrire les lignes du palmarès chambérien. Et ces lignes s'écriront peut-être avec leurs 2 nouvelles recrues brésiliennes et slovènes. Des joueurs qui n'attendent qu'une chose, exprimer pleinement leur talent. Le groupe peut également s'appuyer sur une ossature de jeunes joueurs prometteurs qui seront épaulés par l'emblématique Pierre Paturel. Le pivot espère de son côté pouvoir retrouver au plus vite le public fidèle du Phare. On a vu que l'année dernière, sans public à la maison, on a eu des difficultés. Et voilà, nous on a une très belle salle avec un très beau public et on en a besoin pour gagner des matchs à domicile. Tout le monde a été frustré des années précédentes avec des matchs à huis clos ou à jauge réduite. Et voilà, je pense que c'est de bon augure pour l'année prochaine et on espère le plus vite possible retrouver un Phare plein. Et pour gravir les échelons souhaités, il faudra tout d'abord battre ce samedi Toulouse pour le compte de la première journée du championnat. Un dernier mot de sport avec du foot et la première victoire du FC Annecy à l'extérieur. Le club de National s'est imposé vendredi soir face à Chambly dans l'Oise. Les Hauts-Savoyards l'ont emporté 1-0 grâce à un but inscrit par Ahmed Kachi. Comme vous le voyez sur ces images, le Fessé est désormais 3e au classement après 5 matchs. Et nous terminons ce journal avec un festival du côté de Moutier, le Bon Moutier Street Art Festival. Pour en parler, je reçois ce soir Céline Mathéo qui me rejoint sur ce plateau. Céline Mathéo, vous êtes la directrice de Cœur de Tarentaise Tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le street art à Moutier, c'est une idylle qui dure déjà depuis plusieurs années. Parce que c'est depuis un art 4 ans. Bien Exactement. implanté. Donc, vous accueillez à nouveau ce festival, le festival qui se déroule donc tout au long de la semaine avec un objectif, réaliser une fresque géante. Où est-ce qu'on va pouvoir admirer cette fresque ? Alors, du coup, cette fresque va être réalisée à l'angle de la grande rue qui mène à la cathédrale et de la rue Cardinal. Et c'est le collectif de la Messe, donc de Chambéry, qui est à l'œuvre pour la réalisation de cette fresque. Voilà. Donc ça dure tout au long de la semaine, elle va évoluer, j'imagine, cette fresque jusqu'au week-end. Aujourd'hui, ils ont commencé à crayonner, simplement à mettre des lignes sur la façade. Et puis, au fur et à mesure des jours, bien sûr, il y a la couleur qui arrive. Voilà. Et ce week-end, il y a un programme aussi précis. Voilà, alors ce week-end, on passe Place des Victoires avec une autre réalisation. En fait, à ce jour, on a une trentaine de fresques déjà dans Moutier, qui sont des fresques plutôt monumentales. On a commencé un peu du mobilier urbain l'année dernière et on veut poursuivre. Donc ce week-end, on va s'attaquer au mobilier urbain Place des Victoires avec des choses très colorées. Voilà. Est-ce qu'on peut rencontrer les artistes ? Parce qu'on sait qu'il y a de grands noms du milieu qui viennent à Moutier. On peut les rencontrer, ces artistes ? Exactement. Du coup, pendant les périodes de création, il y a 7 semaines en période de création. Et à l'automne, on aura une autre période de création. Et à chaque fois, les artistes sont vraiment là aussi pour échanger et pour transmettre un peu leur savoir-faire et échanger avec les passants, la population, sans souci. Et si on veut retrouver plus facilement toutes ces œuvres, suivre un peu le parcours, il y a une application.
Exactement, c'est l'application ST Art, du coup, qui donne toutes les informations liées aux œuvres qui sont déjà existantes. Et cette application, vous pouvez la retrouver dans différentes villes où il y a du street art, puisqu'elle est gérée par des bénévoles. Et en tout cas, à Moutier, on a bien référencé toutes les œuvres sur cette application. Donc, ça permet de faire le parcours en autonomie. Il faut compter 1h, 1h30 pour voir l'intégralité des œuvres. Voilà. Où est-ce qu'elle trouve son origine, l'histoire de Moutier avec le street art? Comment se fait-il que vous ayez ce festival et cette histoire, ce lien avec le street art? Alors, en fait, à la base, c'est la mairie qui a saisi une opportunité avec un collectif d'artistes qui est venu rencontrer la mairie et la Fédération des acteurs économiques. Et la mairie étant audacieuse, elle a dit « Ok, on se lance tout simplement, en fait. » Voilà. Et souvent, c'est vrai que c'est dans des villes où il y a une histoire en fait, industrielle que le street art prend naissance. Et c'est typiquement le cas de Moutier. Voilà. Et pas seulement de Moutier, puisque vous m'expliquiez en préparant cette émission que c'est une vraie volonté de la vallée d'implanter cet art. Exactement, en cœur de Tarentaise, du coup, il y a aussi du street art à Val Thorens. Et après, on a tout type d'art. Dans un village à 15 minutes de Moutier, à Haute-Cour, on a un sentier artistique avec 70 œuvres d'art le long d'une balade qui dure 2h30. Voilà, donc on est vraiment multi-art et on a la volonté de poursuivre là-dessus. Du côté de Val Thorens aussi, on retrouve certaines œuvres, les menhirs. Les menhirs, pas encore. Ça commence, voilà. Où on espère que ça va se mettre en place. Mais Val Thorens, il y a tout un parking qui a été street arté et avec des œuvres vraiment monumentales. Et oui, ça vaut le coup. C'est des pointures internationales, tout comme à Moutier. Voilà. Est-ce que vous avez eu quelques petites difficultés liées au contexte pour organiser ce festival? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'idée de base, c'était de faire un festival un peu plus large, avec de la musique, avec vraiment plus de démonstrations. Et vu le contexte, on est parti sur simplement, entre guillemets, la réalisation de fresques. Mais c'est pour mieux préparer, on va dire, 2022, où on aimerait vraiment refaire quelque chose de plus conséquent. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on souhaite retrouver ce festival pleinement. Merci Céline Mathéo d'avoir été avec nous. Et donc, on retrouve le festival de street art tout au long de la semaine et ce week-end également à Moutier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paul. Mais pour ma part, je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne.